cette explication. Madame Rose Toumbéane, je rappelle que vous êtes de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'IFEGU, coordonnatrice d'ailleurs. C'est la MONUSCO qui reste. C'est ce qu'on a appris après les assises du Conseil de sécurité des Nations Unies. La MONUSCO reste. Est-ce qu'il faut qu'elle reste ou elle doit partir? Merci beaucoup. La dynamique des femmes pour la bonne gouvernance est parmi les forces citoyennes ou alors les mouvements. En fait, la DIFEGU est parmi les organisations ou les plateformes qui ont toujours levé la voix pour dire non à la présence de la MONUSCO. Je me souviens, depuis 2015, la DIFEGU avait organisé une série de marches pour mobiliser la population afin de dire non à la présence de la MONUSCO sur le sol congolais. Et pourquoi nous disons cela? Parce que nous avions mené une enquête dans le sud de Lubero et dans la partie de Beni, et des enquêtes relatives au massacre effectivement qui se sont déroulés à Miriki, et aussi par rapport au massacre qui avait commencé depuis 2014 à ville et territoire de Beni. Nous avions abouti au résultat qui montrait une certaine complicité des casques bleus de la MONUSCO dans tout ce qui s'est passé sur le terrain des massacres, c'est-à-dire à Beni comme à Miriki. Et c'est ainsi que nous avions rédigé un rapport après se descendre sur le terrain dans les parties que je venais de citer ici tantôt, pour que l'État congolais d'abord soit à mesure de dire non à la présence de la MONUSCO. Nous avions mené une série de plaidoyers. À Kinshasa, nous avions sillonné les ministères qui ont la compétence par rapport à la sécurité et à la défense de notre pays, la RDC, et pour que le gouvernement se range derrière les citoyens comme les organisations, à l'occurrence la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance et tous les autres mouvements citoyens qui sont en République démocratique du Congo, beaucoup plus actifs aussi ici en ville de Butembo. Et après, de notre retour, nous avions organisé une série de marches pour dire non à la MONUSCO. Mais il y avait quand même eu un petit résultat. On avait retiré le casque bleu d'ici à Butembo, momentanément malheureusement. Et après encore, ces gens sont revenus. Et donc, vous comprenez, avec ces exemples-là, je suis rentrée dans l'histoire pour montrer qu'au niveau de la DIFEGU, on n'a jamais été d'accord depuis 2015 avec la présence des casques bleus de la MONUSCO et même de l'institution MONUSCO. Pourquoi je vais rentrer par rapport à ce que je vais aller soutenir, ce que Gerla se disait ici, le mandat est clair, c'est la protection des civils. C'est d'abord ça. D'autres questions peuvent être là, reprises dans différents articles de la résolution. Mais quand on voit, c'est d'abord la protection des civils. Et quels civils qui sont massacrés à leur présence? Nous avons toujours suivi la question de Beni. Mais les gens sont massacrés à quelques mètres même de leur base de casques bleus. Parce que quand nous parlons MONUSCO, quand nous parlons sécurité, nous voyons d'abord les casques bleus. Les autres, ce ne sont que des personnes, des bureaucrates qui ne font que rédiger des rapports comme l'autre disait, mais des rapports sans suite. Et donc, s'il faut rester dans le contexte de protection des civils, moi je vais dire par exemple, comme nous sommes un mouvement de femmes, nous allons par exemple évoquer une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1325, qui insiste beaucoup plus sur la protection des femmes et des enfants. Mais quand vous écoutez la MONUSCO, quand vous écoutez nos forces armées de la République démocratique du Congo, beaucoup plus les officiers, vous allez comprendre que la MONUSCO protège beaucoup plus les femmes et les enfants qui sont dans les rangs des AFDL, c'est-à-dire les femmes qui massacrent et les enfants qui se livrent au massacre. C'est ce que nous avons toujours attendu, parce qu'il y a des moments où nous posons des questions aux officiers qui sont sur le front, dire qu'est-ce qui se passe, quel est l'apport de la MONUSCO. Mais on nous dira que la MONUSCO a toujours brandi la question que toutes les fois qu'ils utilisent leurs hélicoptères, ils ne voient que des femmes et des enfants. Et comme ce sont des femmes et des enfants, et donc on ne doit pas tirer sur ces gens-là. Pourquoi on est en train de massacrer nos femmes? D'ailleurs, des femmes qui sont grosses, on les évente, on tue les fœtus, on les tue de manière inhumaine. Et c'est là où
on peut penser à une certaine complicité. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? S'il faut protéger les femmes et les enfants, on protège beaucoup plus les femmes ADF. Et si, pendant que les femmes de la République démocratique du Congo, les femmes congolaises et les enfants congolais, qui sont protégés par l'État congolais, leurs partenaires sont en train d'être massacrés. Madame Rose, donc, bref, vous souhaitez que la MONUSCO parte? Oui, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Tout à fait. Est-ce qu'il suffit qu'on le dise, la MONUSCO doit partir alors que nous sommes dans un état fragile? Si la MONUSCO est présente, c'est parce qu'on n'a pas encore de soubassement assez solide pour peut-être nous gouverner, pour être seul dans la sécurité de notre pays. Mais monsieur le journaliste, je l'ai dit, que leur comportement laisse à penser. Et donc, à une certaine complicité. Et vous pensez que quelqu'un qui est complice peut apporter quelque chose de bon à terme de changements positifs? Je crois non. Je crois, si je vais évoquer le rapport de mapping, les Nations Unies qui élaborent quand même de bons rapports, qu'on dirait d'ailleurs, qu'on qualifierait de favorables à la population congolaise, mais il n'y a pas de stratégie de mise en application des recommandations. Merci. Et donc, on voit qu'ils sont là. Moi, je crois, je suis parmi les gens, je vais le dire ouvertement, je suis parmi les gens qui ont toujours pensé que tant que la MONUSCO sera à RDC, il n'y aura pas de paix. Merci. Parce qu'ils ont des secrets. Si vous voyez leur manière même de réagir sur le terrain, vous allez trouver qu'ils sont beaucoup plus amis aux rebelles qu'à la population. C'est votre point de vue. Effectivement, je l'ai dit. Tout à fait. Oui. Alors, nous allons accorder la parole à vous. Eli Kouiraboussa, je dois rappeler que vous êtes vice-président de la société civile en ville de Butembo. Vous êtes également assistant à la division opérationnelle de la paix à l'Union africaine. C'est quand même un département assez important pour la paix. C'est la MONUSCO. On nous apprend que le mandat est renouvelé. Quel est votre regard? Premièrement, mon regard, c'est un regard qui est analytique, comme tous mes concitoyens. Mais cependant, il est très important d'avoir des nuances, de nuancer certains arguments et certains points de vue. Il faut savoir, premièrement, qu'une mission de paix a différents niveaux. Il y a les niveaux stratégiques, les niveaux opérationnels et les niveaux tactiques. La MONUSCO sur terrain, aujourd'hui, nous sommes en train de s'attaquer seulement au niveau tactique, mais sans oublier que l'efficacité d'une opération au niveau tactique dépend exactement de l'efficacité des institutions qui ont mandaté cette mission au niveau stratégique et au niveau opérationnel. Je vais donner un exemple, c'est que il y a le Conseil de sécurité qui renouvelle les mandats. Le mandat est renouvelé en fonction des différents rapports retrouvés sur terrain. Et que si la MONUSCO est là sur terrain, c'est qu'il y a une collaboration entre les Nations Unies et la RDC. Les Nations Unies ont envoyé cette mission depuis 1999. C'est suite à la situation qui prévalait. Aujourd'hui, j'embrasse le point de vue de mes co-débatteurs. Nous n'avons aucune raison de maintenir la MONUSCO. Cependant, la question est de se poser quelle est la procédure exacte qu'il faut utiliser. Parce que la question, il n'est pas de dire la MONUSCO parte et en attendant, on ne fait rien du tout. On reste en train de se lamenter, mais concrètement, pour qu'une mission soit liquidée, il faut qu'il y ait un plan stratégique de retrait. Je pense que la question, c'est que nous devons affûter des stratégies pour mettre en place le remplacement progressif. Et dans toute mission, il y a différentes composantes, mais 3 grandes composantes constituent une mission de maintien de la paix. Il y a la composante militaire, la composante policière et la composante civile. Et au sein de la MONUSCO, il y a ces 3 différentes composantes. Bien sûr, il y a plusieurs branches et d'autres missions, mais ce sont là les 3 composantes. Mais une composante militaire est valable dans un territoire ou dans une zone où le gouvernement est incapable de sécuriser ses propres citoyens. Et les Nations Unies apportent un appui stratégique, un appui opérationnel et un appui tactique. Mais autant que la composante, comme nous venons de voir la composante militaire de la MONUSCO, parce qu'il ne faut pas dire en globalité la MONUSCO, parce qu'il faut savoir par exemple sur les questions des droits de l'homme, sur la question de la promotion du genre, nous avons des résultats de ce point-là, surtout du côté de la composante civile. Parce qu'il faut l'avouer aujourd'hui que nous avons vu
certains rapports. Voilà pourquoi même Madame Rose Tombeane est revenue en disant il y a des rapports mapping des violations des droits de l'homme qui sont publiés par les Nations Unies, tout ça. Qui se limite à publier? C'est la composante civile. Allons-y comprendre que chaque composante a ses attributions dans une mission spécifique. Alors, la composante civile se charge à faire la collecte. Voilà, maintenant, il collabore avec même des organisations locales, le renforcement des capacités. Mais la question, elle est où? La composante militaire et la composante policière, c'est là où on doit plaider plus, qu'on puisse changer de stratégie. Je vous donne l'exemple de la mission qui était de la mission des Nations Unies au Mali, même la mission des Nations Unies au Darfour. On appelle ça UNAMID en anglais. Au départ, c'était une mission qui était sous responsabilité de l'Union africaine. Mais avec l'évolution du temps et suite à des différents défis retrouvés sur le terrain, les défis d'ordre financier, les défis d'ordre de formation, cette mission est passée à une mission hybride. La mission hybride, c'est là où on sous-attend qu'on ravit une de ces trois composantes ou deux de ces trois composantes entre cette organisation, entre les mains de cette organisation internationale. On confie ça à une autre organisation internationale ou régionale en vue de l'efficacité. Je donne l'exemple de 2013, lorsqu'il y a eu combat contre les M23. Vous avez vu les Malawi, les Tanzaniens qui sont venus renforcer le FARDC dans la brigade, dans la FIB. Alors, ça a produit les résultats. Et je veux rappeler à l'opinion que le mois passé, il y a eu le président de la République, à travers la réunion qui s'est tenue dans la SADC, il y a une décision qui est ressortie que la SADC, en tant qu'organisation sous-régionale, qui a ses attributions, la paix, la sécurité, a appuyé un des États membres, est en train d'évaluer le préalable pour déployer les forces en vue de venir en tant qu'unité spéciale de la lutte contre le terrorisme. Tout à fait, c'est peut-être une très longue question, mais je dois vous poser cette question, c'est techniquement par rapport à la sécurité. Vous êtes aujourd'hui à l'Union africaine. Est-ce que dans ce département-là, dans lequel vous vous retrouvez aujourd'hui, le département des opérations de la paix, est-ce qu'il y a quand même de stratégies ou de mesures courageuses de l'Union africaine qui sont souvent prises en faveur du Congo avec cette situation sécuritaire? Ou peut-être ce sont des organisations sous-régionales inutiles comme la plupart l'estiment toujours? Je pense que souvent, je ne sais pas s'il y a des internationalistes ici, lorsque les Nations Unies ont déjà déployé une mission dans un pays, il y a ce qu'on appelle les protocoles d'accord. Les Anglais disent Memorandum of Understanding. Il y a des clauses. Une autre organisation internationale ne peut pas déployer une mission avec les mêmes objectifs dans le même pays. Par contre, cette organisation peut apporter un appui additionnel. Et si vous voyez bien, l'Union africaine a changé de l'organisation de l'unité africaine en 2001 et dont l'acte constitutif a été signé par tous les États en 2002. Or, la MONUSCO a été déployée en 2000. Et même le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a été opérationnel en 2004. Donc vous allez comprendre que lorsque les Nations Unies, en tant qu'organisation internationale, avaient déjà déployé une mission sur le territoire congolais, l'Union africaine ne doit pas déployer, à moins que ce soit sous la demande d'un État. Là, je rappelle à l'article 4 de cet acte constitutif, au point H et G, où l'Union africaine peut déployer une force dans un territoire ou dans un État membre, premièrement, suite à la demande de cet État. Deuxièmement, c'est pour prévenir les actes de génocide, de crimes contre l'humanité, ce qui se passe ici. Merci. Maintenant, il revient à l'État membre de demander et de faire des arrangements. Merci. Autant que la MONUSCO est là, l'Union africaine ne peut pas faire ces conflits-là d'intérêt, à moins que ce soit sur une dérogation spéciale. Merci. Comme il l'a dit, une force Artemis, on peut parler d'une force panafricaine pour venir aider ici. Merci beaucoup, Eli Kouiraoussa. On doit maintenant parler de la santé parce que c'est le sujet principal pour cette émission. C'était quand même un point important dont on devrait parler. Mesdames et messieurs, nous sommes dans cette émission La justice élève la nation pour ce mercredi 23 décembre. Nous sommes en train de recevoir M. Palou Koumoubiri Gerlance du mouvement tricolore. Nous recevons également Mme Rose Tombeane de la DIFEGU. Nous sommes dans cette émission avec M. Eli Kouiraoussa. Il est vice-président de la société civile en ville de Butembo. Nous sommes en train de parler où nous allons effectivement parler de la question sanitaire
en République démocratique du Congo avec cette deuxième vague de la pandémie du coronavirus qui s'affiche depuis quelques jours. Et à partir de cette situation sanitaire, le président congolais a pris quelques mesures, quelques 13 mesures pour essayer de contrer cette nouvelle réapparition de la Covid-19. Parmi ces mesures, il y a l'instauration des couvre-feux de 21h à 5h du matin chaque jour. Il y a l'application stricte des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, le lavage des mains et la prise de température. La troisième mesure, c'est l'interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses. La quatrième mesure consiste en l'interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. La cinquième, c'est la poursuite des compétitions sportives à huis clos. Sixième mesure, le transport des dépouilles mortelles directement au lieu d'inhumation sans aucune cérémonie. Septième mesure, fonctionnement des églises et des débits de boissons avant les couvre-feux en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Une autre mesure, le respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et privés, à savoir les véhicules, les trains, les avions et les motos. Neuvième mesure, le report à une date ultérieure de la reprise des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Dixième mesure, c'est le début anticipé des vacances scolaires à partir du vendredi 18 décembre dernier. Onzième mesure, la poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs internes et ceux en provenance de l'étranger ainsi que ceux en partance pour l'étranger. Douzième mesure, la circulation pendant le couvre-feu des personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. La dernière mesure, c'est le contrôle strict de l'application de la présente mesure par la police nationale congolaise. Voilà quelques mesures qui ont été arrêtées par l'autorité publique. Maurice Lance, c'est quand même cette deuxième vague de la pandémie à coronavirus. Comment on peut expliquer alors que nous étions déjà sur une bonne voie, il semble? Bon, merci beaucoup pour m'avoir remis la parole par rapport à l'ouverture de ce débat sur la question sanitaire. Nous allons avant d'entrer en profondeur remercier tous les auditeurs, y compris tous les membres de notre communauté qui continuent jusqu'à aujourd'hui parce que c'est déjà une bonne habitude de port de cache-nez. On voit une grande majorité se munir de ce cache-nez, qui est une bonne chose que nous appuyons dans cette émission. On voit devant beaucoup de boutiques, beaucoup de galeries, des dispositifs de lavage des mains, devant beaucoup de bureaux administratifs, les dispositifs de lavage des mains, une chose que nous devons déjà pérenniser à partir du coût que nous avions eu à partir de l'épidémie d'Ebola. Donc c'est déjà un bon exercice. Je pense que nous devons pérenniser cela pour limiter beaucoup de maladies. Bon, la question est très simple. Nous étions déjà sur la bonne voie dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'était encore dans ces studios où nous étions en train de débattre par rapport à l'urgence nationale que le chef de l'État avait arrêté comme mesure. Une chose qui a limité beaucoup de dégâts au niveau de la République démocratique Congo, surtout dans les provinces qui étaient touchées par les cas de Covid-19. Bon, mais je crois que ce qui nous amène encore à ce niveau, je le prends déjà à deux dimensions. La première dimension, c'est qu'il y a eu un délaissement de la part des acteurs qui devraient être des protagonistes pour limiter les dégâts. On a vu la communication des autorités politico-administratives. Je ne suis pas en train de les acculer. Ils étaient en train de faire de leur mieux. Mais il y a eu un relâchement dans le cadre de renforcement de la communication, ou ce qu'on appelle la CREC, la communication des risques et engagement communautaire. Donc, les autorités ont limité la communication. Et lorsque cette communication a été limitée, le peuple s'est méconduit, les gens sont partis dans leur façon et ça nous a rattrapés. Et du coup, nous sommes en train d'interroger à cette période cet engagement communautaire des autorités pour essayer de maintenir l'élan dans le cadre de la communication des risques pour engager la communauté à prendre les mesures, à s'approprier les mesures que le chef de l'État a pu arrêter. Deuxième volet, je ne pense pas que je serai trop contredit par le débatteur ici, même par la communauté. Nous voyons l'engagement de partenaires qui sont avec nous ici, les organisations
internationales qui sont avec nous ici. Je vois encore une petite représentation de l'OMS au niveau de Kikyo. Bon, l'UNICEF qui se cantonne déjà au niveau de Beni, MEDER qui sont ici, toutes les organisations qui sont ici. Bon, on voit vraiment une faiblesse dans le cadre de faire un pas vers le Covid-19, comme si les organisations s'occupent d'autres choses. Vous ne les voyez pas très engagés. Bon, donc nous avons vu à l'époque de l'épidémie de Ebola, on a vu comment est-ce que les organisations flottaient, on a vu de communication dans des radios, on a vu, mais avec cette pandémie du Covid-19, on voit comme si c'est une question d'autorité de l'État, donc les agents de l'État, les maires de ville, tous ces gens, et que ce n'est pas une question de partenaires du gouvernement qui sont ici. Parce que je ne saurais pas citer la liste des organisations qui sont ici, mais on voit vraiment un engagement très faible. Et ça, nous avons dit. Même au niveau de BCZ, au niveau du bureau central, bon, ils sont en train de faire de leur mieux, mais on ne voit pas aussi un fort engagement dans ces cadres. Les différents bureaux des zones de santé. Vous mesurez cet engagement-là en raison de quoi? Et peut-être que vous comparez les moyens qui ont été mis en jeu à l'époque d'Ebola. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Parce que quand même, on doit être d'accord que lorsqu'on voit par exemple ces organisations-là, il y a quand même des kits médicaux, des kits sanitaires qui sont en train d'être donnés à des organisations. Et pour vous, ce n'est pas de l'engagement. Bon, nous avons vu, c'est une bonne comparaison, même merci de nous avoir relevé par rapport à cette comparaison avec Ebola. C'est tout le monde qui le dit. C'est ce qu'on a vu à l'époque d'Ebola. Ce n'est pas ce que nous voyons à l'époque du Covid-19. Cet engagement des organisations, les différentes dépasses ou les différents déploiements, les différentes dotations, n'est-ce pas, dans des points stratégiques, a été plus renforcé à l'époque de Ebola, mais à cette époque du Covid-19, une maladie qui attaque le monde entier, on voit un faible engagement. Bon, par exemple, nous avons fait les tronçons, Butembo Wicha et aussi Butembo Kassindi. Bon, même ce qui nous aidait, j'ai écouté parmi les mesures que vous avez relevées ici, la prise de température. On la prend où? Parce qu'au niveau des Kangot, même ceux qui s'occupaient de lavage des mains, ils ne sont plus là. Donc, au niveau des Kangote, les gens ne descendent plus de leur véhicule pour se laver, ni pour prendre la température. Bon, même à Kita Butembo jusqu'à Oicha, il n'y a aucun dispositif de lavage des mains. Il n'y a aucun dispositif de prélèvement de température. Or, ce sont les différents points d'entrée au niveau de Kangote, au niveau de Maboya, au niveau de Mukuria. Lorsqu'on va à Beni, on arrive au niveau de Mavivi, là où il y a l'aéroport, juste au cas de la MONUSCO là-bas. C'est là où les gens prenaient des températures. Il y avait des dispositifs, mais tout ça, il n'y en a plus. Or, c'était une mesure qui devrait identifier qui a une forte fièvre, qui a une forte température pour essayer de voir ça. Bon, donc, moi, je crois que la population est relâchée, est délaissée à son triste sort. Bon, c'est la communication, comme ce que nous faisons dans les débats ici, qui essaie un peu encore d'amener la population à se retrouver par rapport à ça. Mais je ne veux pas... Oui, vous ne voulez pas? Je ne voulais pas citer avant que je ne puisse aussi prendre, comme c'est un débat avec la population, on voit aussi, parmi les mesures que vous avez citées ici, il y a aussi des mesures qui sont brutales. On va pouvoir y arriver, mais j'étais en train de vouloir poser la question. Vous avez dit que l'engagement est vraiment signifiant aujourd'hui avec la pandémie du coronavirus, mais vous pensez que ce sont les autorités? Parce que vous dites que la population semble abandonnée à son triste sort. Oui. Comme si c'était un problème d'autorité politique, alors que la population connaît déjà ce qu'il faut faire. Bon, je l'ai dit parce que c'est une matière que je maîtrise mieux. Les guides les guides de la territoriale disent que c'est l'autorité locale, l'autorité politico-administrative, donc les gestionnaires de fonctions publiques de la place qui doit informer la population sur la présence de l'épidémie. Et là, il doit le faire jusqu'à la fin de l'épidémie, jusqu'à éliminer complètement l'épidémie. Donc c'est un exercice, comme quand j'ai dit, ce n'est pas vraiment acquis, c'est vraiment un défi. J'ai relevé le défi de dire que la population ou le peuple est abandonné à son triste sort parce qu'on a vu un relâchement. On avait vu l'engagement du gouverneur lorsqu'il faisait des déplacements par-ci, par-là, là où il y a les cas. Mais une chose qui ne s'accélérait plus, il y a eu un relâchement, ça on doit dire. Par rapport aux organisations qui sont ici au niveau local, au niveau de la communauté,
il faut aussi le dire qu'il y a aussi un faible engagement de leur côté. Merci. Comme si